Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en psychologie sur le conformisme. Alors je garde toujours le même format de vidéo, ce sont des micro-vidéos sur l'actualité, la géopolitique, la psychologie, l'étymologie et la sémantique, donc pour réétudier la langue en profondeur, parce que d'un point de vue de traductrice, je trouve que dans les langues européennes et surtout occidentales, les gens ne comprennent plus et ne sont plus habitués par les médias de masse à réétudier, à reprendre en détail le sens des mots, des concepts et donc des idées qui sont véhiculées dans la société. Donc c'est en quelque sorte une des caractéristiques éminentes du nouvel ordre mondial, c'est une forme de censure. Quand on ne véhicule pas des idées et des définitions de mots dans les grands médias, je trouve qu'on limite les gens en fait. Voilà donc ce format de micro vidéo, j'espère qu'il vous plaira. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je m'attarde plus sur certains thèmes, sachant que bon, je vois plutôt sur ma chaîne l'actualité, la géopolitique, la psychologie, l'étymologie et la sémantique, et quelques notions de science, pourquoi pas. Alors on y va. Emprunté de l'anglais conformiste, le mot français conforme fait référence au XVIIe siècle à la personne qui menait une conduite dite traditionnaliste et qui était en accord avec le contexte et le milieu où elle vivait. Celui qui professait la religion officielle, donc qui était vraiment dans la norme, qui ne déviait pas de la norme, de tout ce qui était établi à l'avance. Il n'existe pas une seule forme de conformisme, mais bien plusieurs. Cette diversité est due aux différents facteurs qui modulent le phénomène. Il faut d'abord prendre en compte les caractéristiques de la cible et celles de la source. Donc la cible, c'est un petit peu la victime entre guillemets, et la source, c'est le référentiel, c'est par rapport à quelle norme on se situe. Et qui établit cette norme, évidemment. Le contexte également est important, et on peut dire que le contexte dans lequel la cible et la source interagissent, et la relation qu'elles entretiennent sont également primordiaux. Il faut étudier tout ça. Le conformisme est une attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise par la société, ne pas prendre une liberté personnelle d'expression en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Il existe différentes formes de conformisme qui impliquent les individus de manière plus ou moins forte. Celui-ci a des implications dans plusieurs secteurs comme dans la consommation, les goûts musicaux, la mode ou encore l'économie. Et on pourrait dire la politique, vu ce qui s'est passé aux dernières présidentielles françaises en 2017. Ce principe est considéré comme une condition du fonctionnement de nos sociétés. Cependant, il est remis en cause par plusieurs courants de pensée et de nombreux mouvements artistiques. Et on pourrait parler également de mouvements politiques comme la dissidence, également la résistance et puis les chercheurs de vérité d'une façon générale. Qu'ils fassent des vidéos sur YouTube ou qu'ils transmettent l'information par le biais d'articles ou d'enregistrements, quels qu'ils soient. En psychologie, le spécialiste Solomon Asch, qui a vécu au début du XXe siècle, explique que l'individu se conforme pour éviter d'une part le conflit entre deux opinions différentes. Donc il y a un problème qui est posé, c'est le fait de faire un travail sur soi pour comprendre laquelle des deux idées est la meilleure. Alors, deux opinions différentes, l'une exprimée par la majorité de la société, l'autre exprimée ou représentée mentalement par le sujet en minorité. Donc il y a une sorte de dualisme. Et d'autre part, éviter d'être rejeté par la majorité, selon l'expérience de H que nous allons voir un petit peu plus bas. Pour H, le conformisme correspond à un suivisme, dans lequel le sujet qui se conforme n'adhère pas aux opinions de la majorité. Alors, d'abord, on va voir, avant l'expérience de H, on va voir les trois formes de conformisme de Kellmann. Donc lui, c'est la première moitié du XXe siècle. C'est à travers de la relation qu'entretiennent la cible et la source que Kellmann a mis en évidence trois formes de conformisme en 1958. Alors d'abord, le conformisme par complaisance. Celui-ci apparaît dans les relations de pouvoir où il est préférable pour l'individu de se conformer afin de préserver l'approbation du groupe. C'est l'effet de groupe. Dans ce cas de figure, les croyances du sujet ne sont pas atteintes. Donc en fait, il a des croyances à lui, mais il les écrase du pied juste pour être conforme au groupe. Il s'agit d'une influence superficielle. Donc lui, il a ses idées intériorisées, mais il va faire bonne figure au travail, notamment avec son patron, pour continuer à être accepté. C'est donc pas une forte influence sur sa personnalité, on va dire.
Il souhaite ainsi éviter de se faire remarquer en donnant une réponse qui va à l'encontre de la vie générale. Et notamment dans le système scolaire et dans les études, c'est très mal vu de donner un avis qui va à l'encontre du prof. Voilà. Et même si ça paraît logique, même si c'est factuel, les profs, ils n'aiment pas ça. Hein. Ce type de conformisme prend souvent forme dans des situations de pouvoir. Et oui, donc dans le système scolaire ou dans le supérieur, il y a un certain pouvoir du prof. Dans la société, il y a le pouvoir d'abord politique, qui est exercé par le président, le gouvernement et les censeurs. Il y a un pouvoir également économique. Voilà. Ensuite, le conformisme par identification. Dans le cas présent, le conformisme découle du désir de l'individu à vouloir entretenir des relations positives avec le groupe. L'individu veut se faire accepter. Le changement est plus durable et s'exprime même en dehors du groupe. Donc là, il y a vraiment un impact énorme sur la personnalité de la personne. On va dire que les systèmes de croyances fusionnent avec les systèmes de croyances du groupe pour ne pas être rejetés. Ensuite, il y a le conformisme par intériorisation. Donc c'est le pire, on va dire. Lorsque la source est hautement crédibilisée, donc c'est quelqu'un qui a des systèmes de croyances particuliers, et il estime que comme c'est adapté à ces systèmes de croyances, tout ce qui est dit dans la presse officielle, dans les opinions peut-être de ses collègues au travail, il pense que c'est crédible, que ça ressemble vraiment à la vérité, à l'idée qui se fait de la réalité. Le sujet donc intériorise le message dans son système de valeurs. Donc il y a vraiment manipulation à ce moment-là, entre guillemets manipulation, des croyances, des valeurs et donc de la personnalité. Et je dirais même des idées donc du cerveau. La source d'influence est considérée comme experte. Il s'agit ici d'une totale conversion car la norme est intériorisée. Alors la source d'influence est considérée comme experte. Elle est considérée comme digne de crédit, donc digne de confiance. Donc dans un état où il y a une propagande pas possible, où les gens sont dans la vision du mouton, voire du moujon, donc pigeon et mouton. Donc c'est vraiment ce qui est dit, ce qui est rabâché à la télévision. On pense que c'est crédible parce que seulement ça passe à la télévision. Et d'ailleurs, je pense que la génération de nos parents et grands-parents ont tellement été habitués à la télévision que tout ce qui est dit à la télévision est pour eux parole d'évangile, ce qui est bien dommage. Et là, il y a vraiment une rupture à ce niveau-là avec la jeunesse, les moins de 35-40 ans, je dirais, qui ont grandi, voire qui sont nés dans les révolutions technologiques, les réseaux sociaux, les médias visuels, et qui ne sont pas prêts à croire à tout prix la télévision, ni les réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup plus de partage, beaucoup plus de dialogue sur ces plateformes de réseaux sociaux. Alors, en sociologie, nous avons deux styles de conformisme selon Robert Merton, en plus des trois types de conformisme. Donc il y a d'abord le conformisme d'innovation, lorsqu'un individu accepte les objectifs du groupe mais refuse d'utiliser les moyens socialement légitimes de les atteindre. Par exemple, un individu pourra avoir un comportement criminel pour atteindre richesse et pouvoir. Donc il a les mêmes objectifs que le groupe, mais il ne veut pas utiliser les moyens socialement légitimes. Donc c'est vraiment, je dirais, une forme de psychopathie quand même. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo. Ensuite, selon Robert Merton, toujours, il y a le conformisme ritualisme. Donc le conformisme ritualisme, c'est quand on pousse le sujet à une conformité extrêmement scrupuleuse face aux normes de la société. Selon Merton, il s'agirait d'une adaptation mise en place par la cible pour éviter la frustration. Donc c'est par exemple, on parle des classes sociales qui ne sont pas privilégiées, donc qui ne sont pas aisées, c'est les classes moyennes, les classes populaires et les classes pauvres, qui estiment qu'il faut mieux se conformer à ce qui est véhiculé dans les médias, parce que de toute façon, la richesse, elle n'est pas donnée au peuple. Il n'y a pas de possibilité évidente de répartition des richesses, il n'y a pas de possibilité d'ascenseur social, comme on dit, donc d'évoluer positivement dans sa carrière et de demander des promotions régulièrement, des promotions correctes permettant de vivre correctement. Donc à ce moment-là, il y a une auto-frustration qui est imposée par on va dire, l'autofrustration, donc l'autocensure du cerveau qu'on a vu dans la vidéo sur la censure. Je t'avais lu l'extrait d'un article qui était génial, qui était très très bien écrit, et je mettrai peut-être le lien en dessous dans la description. Alors maintenant on en vient à l'expérience de H, l'effet du conformisme. Alors je vais essayer d'être rapide, parce que je vous avais dit que je me concentrais sur les micro-vidéos,
pour que ce soit plus facilement compris, plus facilement partageable. Alors, l'expérience de H, qu'est-ce que c'est? C'est grâce à une tâche de discrimination perceptive, donc par la perception des 5 sens, qu'H a souhaité démontrer l'effet de conformisme. Pour ce faire, un sujet était invité à prendre place dans une salle où se trouvaient déjà 7 autres personnes, qui, elles, étaient des complices de l'expérimentateur. Donc elles se comportaient comme l'expérimentateur disait. Donc leur ordonnait de faire. Aussi, le sujet naïf était placé de façon à ce qu'il se retrouvait être le dernier à répondre aux questions qu'on lui posait. Donc il était forcément influencé par toutes les personnes qui étaient complices de l'expérimentateur en premier. Dans un premier temps, il montrait au sujet une image sur laquelle était tracée une ligne. La tâche consistait à retrouver sur une deuxième image où étaient tracées 3 lignes différentes, A, B et C, qui n'étaient pas de longueur identique à la ligne tracée sur la première page. La tâche était relativement simple, c'était des lignes de longueur différente, donc un petit segment, un segment moyen et un segment long si vous voulez. Les résultats de H ont montré que sur l'ensemble des réponses, le tiers était conformiste. Cela a donc pu démontrer que même lorsque la réponse paraît évidente, il n'est pas exclu que l'individu en donne une mauvaise réponse pour se conformer à l'avis majoritaire. Alors, dans le conformisme, on voit également, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, une influence notoire des parents, de la société et de la culture, de l'entité civilisationnelle. Donc, c'est à plusieurs niveaux que se forme la manipulation par logiciel de l'être humain. Donc avant qu'il naisse, il est déjà issu d'une culture, d'une entité civilisationnelle, d'une société, d'une certaine famille, et bientôt il y aura l'école, les études, le milieu du travail, le milieu social, donc amical, etc. À la fin de l'expérience, l'expérimentateur a interrogé les sujets naïfs sur les raisons de la réponse conformiste et les a classés de la façon suivante. Alors, à la fin de l'expérience de H, alors, en 3 points, les réponses de perception. Les sujets ont réellement fini par percevoir la ligne A ou B comme une réponse correcte. Leur perception a donc changé. Donc, il y a eu une influence sur leur perception à la base, la perception des 5 sens. Ils ont été influencés, même si l'influence a tellement été grande que leur perception par leurs 5 sens a été changée. Vous vous rendez compte? Voilà. Ensuite, les réponses de jugement. Les sujets restaient persuadés que leur réponse était la bonne, mais pensaient qu'une majorité aussi unanime ne pouvait pas se tromper. Ils doutaient donc de la justesse de la réponse. Et dans ces cas-là, on a vu que quand la majorité représentait un nombre supérieur à 3, l'influence augmentait. Donc ce qui veut dire que plus il y a de personnes qui donnent un avis sur une question, plus les médias endoctrinent la population, plus il y aura des minorités qui sont à la base plus ou moins quand même indépendantes psychologiquement, psychiquement, intellectuellement, plus il y aura de l'influence sur ces minorités qui se disent indépendantes. Il y a également les réponses d'action. L'avis de la majorité a été adopté par crainte d'être rejeté, mais le jugement et la perception n'ont pas été affectés. Donc en fait, leur perception par les 5 sens a bien vu, ils ont bien perçu par leurs 5 sens que la première ligne était bien par exemple au milieu. Ils ont jugé de ça, ils ont bien compris que c'était ça, mais ils ont répondu selon la majorité pour ne pas être rejetés du groupe. Donc, ce qui est quand même énorme, ça nous éclaire sur beaucoup de choses à l'heure actuelle. Alors, on parle également du phénomène de normalisation, comment on arrive au conformisme. Le phénomène de normalisation a lieu lorsque, durant des échanges entre des individus et sur la base de l'influence réciproque que chacun exerce sur l'autre, de nouvelles normes communes se créent. Donc selon plusieurs philosophes, selon Doise, Deschamps et Muni, il faut réunir 4 facteurs pour que de nouvelles formes puissent être créées. Alors d'abord, il ne faut aucune autre norme qui ne soit déjà établie. Il ne faut pas qu'il y ait des réponses objectives. Il ne faut pas que les individus se perçoivent comme égaux. Dans le cas contraire, on parlera de soumission à l'autorité. Il ne faut pas que les individus perçoivent qu'ils ont un destin commun pour les manipuler. Donc en fait, pour arriver à la normalisation, il faut une norme et pas d'autres normes à côté. Donc c'est vraiment la pensée unique. Il ne faut pas de réponse objective, donc il faut vraiment que de la subjectivité. Il faut que l'avis de quelqu'un qui n'a rien à voir avec les faits, avec le factuel, soit établi à la télévision, répandu partout, et il faut que ce soit la norme, quoi. Mais ce n'est pas objectif. Donc c'est vraiment le sentiment de quelqu'un, d'un politique qui passe à la télévision, ce sera plus facile
de crédibiliser une nouvelle idée et, comment dire, plus facile de normaliser et d'influencer, d'après l'avis subjectif et l'ego de quelqu'un en quelque sorte. Et ensuite, les individus doivent se percevoir comme égaux, donc ils sont tous comme des zombies hypnotisés devant leur télé, donc ils sont égaux face à l'autorité du chef suprême, de l'unique guide voilà, du gouvernement. Et également, ils doivent percevoir qu'ils ont un destin commun, donc par le nationalisme, par le fait d'avoir une histoire commune, une culture commune, une langue commune, des aspirations communes. Donc vraiment un destin national commun, en quelque sorte. Alors, les résultats à l'expérience de Sheriff montrent que lorsque les 4 conditions sont remplies, les individus modifient leur point de vue pour se réunir autour d'une réponse commune. Et la télévision et les médias, influencés par la propagande d'État, sont un instrument, on ne peut mieux faire pour véhiculer des idées comment dire, conformistes. La normalisation est donc une étape par laquelle passera tout groupe en formation. Donc il y a vraiment une normalisation, comme on dit également, du seuil de perception, des choses qui sont intolérables à la base, à force d'en parler tous les jours, qu'il y ait des messages subliminaux dans les films, dans l'actualité, dans les publicités, dans l'art en général, ça va faire qu'on aura un seuil de perception qui sera abaissé, on acceptera beaucoup plus de choses. Et petit à petit, il y aura un processus de normalisation par manipulation intellectuelle et psychologique du conformisme, de l'idée véhiculée et qui ne doit pas avoir, si vous voulez, d'alternative. Alors maintenant, nous voyons l'influence informationnelle et normative. Sur la base de l'expérience de H, Deutsch et Gérard ont défini 2 types d'influence qui poussent au conformisme. Donc, ce sont des psychologues. Alors tout d'abord, il y a l'influence informationnelle. Les sujets se sont conformés car ils pensaient que les autres avaient raison. L'individu en vient donc à douter de sa propre réponse car l'unanimité est pour lui signe de véracité. Donc si vous voyez à la télévision qu'il n'y a qu'un seul candidat qui soi-disant dit des choses qui sont viables, qu'il faut soutenir, des choses intéressantes et intelligentes, eh bien les moutons, ou tout simplement ceux qui travaillent comme des fous et qui n'ont pas trop la chance et la possibilité d'aller chercher un petit peu sur internet, dans plusieurs langues de préférence, sur plusieurs sites, et dans des bases de données qui ont des sources différentes bien évidemment, eh bien ces gens vont tout simplement accepter l'idée de l'unanimité, par manque de temps et par fatigue, par épuisement je dirais même. Dans ce cas, le conflit généré est d'ordre cognitif, donc c'est vraiment un problème de perception par les 5 sens. Et ensuite, il y a, après l'influence informationnelle, il y a l'influence normative. Dans l'expérience de H, les sujets naïfs, entre guillemets, donc c'est des gens qui viennent, si vous voulez, c'est comme si c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui arrive en France, et qui ne connaît pas encore toutes les méthodes du gouvernement et de la presse pour manipuler les gens. Donc il vient d'un autre contexte, d'une autre culture, d'une autre entité civilisationnelle, il a une autre éducation, il a une instruction qui est différente par sa forme et par le fait que ça a été, comment dire, donné à étudier d'une autre manière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dit entre guillemets naïf par rapport à un autre système de croyances. Donc dans l'expérience de H, les sujets naïfs ont expliqué s'être conformés pour éviter la désapprobation du groupe. Ils donnent donc une réponse erronée, c'est une erreur, même s'ils sont convaincus de la véracité de leur réponse, afin d'éviter l'exclusion et le rejet. Parce que l'être humain est un animal grégaire, il aime le groupe, il a besoin du groupe pour se développer et s'épanouir de toute manière. Et là, on a vraiment une manipulation des masses par la possible exclusion et le rejet. Cette influence est donc une forme de complaisance afin de se faire accepter. Pour se faire accepter, le sujet cherche à se conformer aux coutumes du groupe et il change donc son comportement pour qu'il s'accorde avec les demandes de ce groupe. Ces 2 types d'influence se manifestent en même temps. Cependant, l'une des 2 peut primer en fonction du contexte. Donc soit c'est informationnel, d'ordre cognitif des 5 sens, soit c'est normatif pour se faire accepter par une norme, pas dévier de la norme et pas se faire exclure et rejeter. Alors je voudrais également
développé 3 autres postulats qui font suite à la théorie de l'impact social. Alors, selon cette théorie, l'impact généré par les stimuli externes, donc les perceptions par les 5 sens, augmente selon leur nombre, mais avec accélération négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Selon les chercheurs, il y a 3 postulats. L'impact social est le résultat de plusieurs forces sociales. La puissance de la source d'impact, donc à quel point les médias sont puissants par exemple, l'imminence de l'événement, s'il y a des attentats, s'il y a une menace représentée militairement par un pays sur un autre, et le nombre des sources exerçant l'impact. Si dans un même pays, toutes les chaînes officielles parlent, je sais pas moi, de l'affaire Skripal par exemple, disent que les Russes ont menti et les Anglais ils mentent jamais, et ils ont forcément raison avant toute enquête indépendante avec des analyses de laboratoire indépendants, etc. Ensuite, l'impact social devient de plus en plus influent lorsque le nombre de sources augmente. Donc si, en plus des médias officiels et de toutes les chaînes qui sont sur une même ligne de conduite, une même ligne d'acceptation et de conformisme, il y a en plus sur Internet le décodex, plein de sites qui sont fermés, plein de chaînes YouTube qui sont fermées, plein d'articles qui sont sortis. Il y a en quelque sorte... on parle, à chaque fois qu'on parle d'une certaine communauté, on nous dit que nous sommes donc antisémites par exemple. Eh bien, l'influence devient énorme par rapport à ceux qui soit n'ont pas l'envie intellectuelle de chercher les informations, soit n'ont pas le temps, soit sont épuisés et se disent que bon, a priori, ce qui est dit à la télé, ça n'a pas l'air plus ridicule que ça, bien que des fois on tombe quand même dans le grotesque. Hein, quand on regarde la télé, bon, moi ça fait 15 ans que je ne regarde plus la télé française, je lis en français beaucoup, les brèves d'informations, par contre je regarde plutôt en anglais, en russe, etc. Je commence un petit peu le chinois, donc voilà. Je pense qu'il faut varier quand même les sources, et je trouve qu'en France, d'une façon générale, comment dire, la propagande médiatique est complètement ridicule, grotesque. C'est énorme, quoi. Pour n'importe qui viendrait de l'étranger, c'est énorme, quoi. Donc en Occident et en France, c'est trop, quoi. Je veux dire, je sais pas, ils ont pas d'effet miroir, ils se rendent pas compte à quel point c'est une bêtise affligeante. Ensuite, le nombre de cibles affecte également l'impact social. Plus il y a de cibles d'impact, moins l'impact ressenti par chaque individu est important. On parle alors de paresse sociale. Donc en fait, plus il y a d'ennemis d'État, entre guillemets, plus il y a d'ennemis cités et désignés par l'État d'emblée, plus les gens se disent, bon bah, finalement on en revient au groupe de moutons, on en revient à ce que pensent les autres, ce qui est accepté au niveau de la société, parce que, effectivement, ils sont trop ceci, trop cela, enfin c'est grand méchant loup, quoi. L'impact social change selon 3 facteurs fondamentaux. La puissance, déterminée par le statut, le pouvoir et les capacités du sujet. Donc selon la personnalité, selon l'histoire personnelle, selon l'historique qu'on a eu de notre vie, selon les études qu'on a fait, hein, ça joue forcément, selon la résilience qu'on a par rapport à ce qui est dit par les autorités en général, on aura un impact social différent. Ensuite, il y a l'instantanéité, la proximité dans le temps et dans l'espace. Alors, forcément, vivant en France et en Europe, on sera plus concerné par ce qui se passe en France, donc on sera plus impacté par tout ce qu'on nous dit sur la France dans les médias français. Et plus c'est des brèves, entre guillemets, urgentes, plus on va se sentir impacté, on va se sentir modelé par la pensée unique, on va se sentir manipulé intellectuellement, mentalement en fait. Il y a également la dimension numérique. Plus on partage en masse, plus il y a de diversité, de volume d'informations, plus on sera impacté forcément par des thèmes, même si on a l'impression de varier les thèmes, de changer, de vivre sa vie en quelque sorte, tout le monde en reviendra au même sujet en fait. Quand on regarde les vidéos quelles qu'elles soient, que ce soit dans les émissions télévisuelles ou dans les médias sociaux, il y a forcément des choses qui reviennent, des idées qu'on appelle les mèmes en anglais, donc c'est vraiment des idées qui font leur cheminement au sein d'une même société et qui manipulent l'opinion publique.
Alors, quelques années plus tard, Latane et ses collègues, donc ce sont des psychologues toujours, développent un modèle plus complexe qui tient en compte la relation à l'intérieur du groupe. Donc c'est vraiment plus mathématique, puisqu'on a affaire à la big data, à tout ce qui est informatique quantique, que j'ai abordé dans une précédente vidéo. Et l'information n'est non plus traitée par l'esprit humain ou un groupe d'humains, mais vraiment par l'informatique à très grande échelle. Alors les individus ne restent jamais en position statique par rapport à la situation, ils sont toujours en mouvement plus ou moins, et ils changent souvent leurs attitudes face aux interactions. Alors on a 4 profils différents qui émergent. Tout d'abord, la consolidation. À travers les interactions, les gens commencent à uniformiser leurs opinions selon une majorité. De cette manière, les avis exprimés par la majorité du groupe s'étendent à la minorité. Ensuite, en deuxième, il y a le clustering. Les individus ont tendance à interagir avec des membres du groupe qui ont des opinions très similaires aux autres. Et ça touche un petit peu le domaine affectif, je dirais. Parce que quand on a des proches, des amis, des collègues qui pensent une certaine chose, on a tendance à être affectivement influencé parce que c'est des personnes qu'on estime beaucoup, qu'on aime très fort. Et forcément, on ne peut pas ne pas être influencé d'une manière ou d'une autre. Ils ont des contacts plus fréquents avec des membres de proximité et moins fréquents avec des membres qui sont plus éloignés. Ensuite, en troisième, il y a la corrélation et la convergence vers un point commun entre des groupes qui ont des idées très différentes. Et là, on en vient directement à l'informatique quantique, au big data. Le big data qui a réussi à faire élire Trump aux États-Unis notamment, a étudié l'ensemble de la population américaine selon les données qui sont collectées sur Internet, selon les profils qui sont établis pour la population américaine dans son ensemble, et plus particulièrement selon les groupes qui ont émergé d'un point de vue historique. Il y a toujours convergence vers un point commun, vers la liberté, vers le fait de ne pas vouloir élire Hillary et toute sa clique, etc. Ensuite, en quatrième, il y a la poursuite de la diversité. Et ce produit, lorsqu'il existe, donc la poursuite de la diversité se produit lorsqu'il existe un degré de diversité suffisamment élevé au sein du groupe, capable de dissocier les groupes minoritaires de ceux majoritaires. Et c'est ce qu'on voit dans la dissidence en France. Il y a tellement de petits groupes, tellement d'intellectuels différents, qu'en fait ça permet de vraiment bien se dissocier sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de valeurs morales.